Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Une émission annoncée depuis déjà quelques temps. On se rappelle, on avait reçu Mme Rosine qui nous avait bien expliqué qu'on allait discuter de ce qui se passe particulièrement dans les modérateurs de la paix. Et finalement, nous allons avoir avec nous Mme Martine Libertino. J'ai bien dit Libertino. Tout à fait. Italienne. Avec l'accent, en plus. Dites-moi, madame, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites en Haïti? Quelle organisation vous représentez? Bienvenue en Haïti. Merci. Alors, qui je suis? Je suis donc Martine Libertino. J'ai vécu mon enfance dans le sud de la France. Je suis d'origine italienne et j'ai émigré en Suisse, à Genève, dans les années 68. Et je viens depuis quelques années travailler en Haïti, où nous avons créé avec un groupe de personnes, dont Roselyne Benjamin, la communauté des médiateurs pour la paix. Et nous mettons en place des programmes justement pour la paix et des programmes aussi pour l'autonomisation des populations fragilisées. Et quand je parle d'autonomie spirituelle et matérielle. Européenne de votre État, ça fait quand même 3 pays, la France, oui, l'Italie, la Suisse. Bon, l'Europe a connu un État fragile, peut-être avant la guerre. Maintenant, aujourd'hui, c'est très calme. Mais c'est pas très calme, hein? Écoutez, oui, en apparence, oui, tout est calme. Bien sûr, c'est clair que par rapport à ce que vit l'Afrique ou ce que vous vivez dans votre pays, tout est relatif. Bien sûr, tout est relatif. Et nous n'avons pas à nous plaindre, mais je pense que les gens n'ont pas de calme intérieur chez nous parce que l'état d'esprit n'est pas bon non plus et que vu la situation des gens, il n'y a pas non plus de ce que les gens appelleraient la justice, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de difficultés, de plus en plus de chômage aussi chez nous. Donc finalement, où que nous nous tournions dans le monde, il faudrait quand même revoir ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Qu'est-ce qui explique qu'un État soit faible ou un État soit paisible? Est-ce qu'il y a des caractéristiques ou encore des facteurs expliquant tout ça? Bon, c'est vrai que si nous nous en tenons éventuellement à des statistiques ou à ce que vit par exemple l'Europe, on peut constater que les pays du Nord en général sont des pays plus stables, politiquement, socialement, parce qu'il y a moins d'injustice aussi au niveau des populations. Maintenant, moi je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du XXIe siècle, nos sociétés ne sont plus à la hauteur, parce que nous devons revoir notre manière de vivre, notre manière de penser. Nous devons revoir aussi ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et ce dont nous avons besoin au niveau des sociétés. Ce qui veut dire que je ne pense pas que nous sommes sur la bonne voie. Et même si nous pouvons vivre dans des pays comme la Suisse, par exemple, qui sont des pays beaucoup plus stables, il y a aussi en Suisse beaucoup de misère, et je parle de misère aussi spirituelle. D'ailleurs, c'est un des pays où il y a le plus de suicides de jeunes, voyez. Voilà. Si on regarde les statistiques en Europe concernant les femmes tuées, c'est énorme aussi, dans leur vie de couple. Donc il y a beaucoup au niveau des entreprises, c'est pareil. Chez nous, il y a de plus en plus de difficultés relationnelles entre les gens, avec beaucoup de harcèlement. Dans les écoles, pareil. C'est qu'il y a quelques années, moi je me souviens quand je suis arrivée en Suisse, on ne parlait pas de harcèlement dans les écoles. Et aujourd'hui, on en parle et ça devient vraiment un problème de société. Donc même dans nos pays qui se disent stables, oui, bien sûr qu'on a une stabilité matérielle. Donc l'injustice, inégalité, ça donne lieu facilement à la fragilité, il y a des tensions, des chocs entre les différents groupes sociaux. Disons que il faut voir de quelle manière on se place, n'est-ce pas? On peut voir l'injustice comme justement une cause. Une injustice matérielle, on peut la voir comme une cause, et on peut voir aussi l'injustice comme une conséquence. Moi, je vois l'injustice comme une conséquence parce que si on veut vraiment changer notre société, il faut qu'on aille vraiment au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est la cause de nos maux. Alors maintenant, on peut se dire la cause, ce sont les gouvernements, parce que c'est toujours comme ça, finalement. On est toujours en train de se dire que nous devons trouver le gouvernement idéal avec les gens idéaux qui comprennent la population.
Moi, je pars du principe que la population doit se comprendre elle-même, qu'elle doit elle doit savoir aussi elle-même ce dont elle a besoin, et que nous devons sortir de cette passivité quelque part, en pensant que nous sommes dépendants justement de nos édiles, de nos gouvernements, et que nous devons nous-mêmes sortir de l'injustice que nous nous faisons subir. Voyez, parce que si on regarde, on peut regarder un pays, on peut regarder la situation économique d'un pays. Mais si on regarde la situation économique d'une personne, en y regardant de près, à travers le travail que je fais, en tout cas depuis plus de 35 ans, dans le regard de l'être humain, ce qui se passe au fond de lui, on peut constater que plus une personne prend soin d'elle, plus une personne prend conscience de ses qualités, de ses besoins, plus une personne va s'aimer, et même si elle vient d'un milieu défavorisé, petit à petit, dans sa vie, elle va trouver un équilibre, et elle va trouver un équilibre aussi financier, aussi, je veux dire, elle va pouvoir faire un métier qui lui plaît, elle va pouvoir reconstruire une vie. Donc on voit bien que l'injustice, oui, existe bien sûr, parce que je ne peux pas la nier, mais cette injustice souvent dépend de l'image que je me fais de moi et de l'image que la société se fait d'elle-même. Quel type d'organisation modérateur de la paix? Comment vous fonctionnez? C'est un ONG? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors moi, je suis complètement indépendante. Je m'appelle Libertino, donc la liberté. je suis en accord avec mon nom. Voilà, donc je suis indépendante, j'ai toujours été. Mais indépendamment du fait que je suis indépendante, évidemment que je ne peux pas fonctionner sans d'autres êtres humains autour de moi. Donc en général, je ne vais pas dans un pays pour proposer mon travail. Lorsque je me déplace, c'est qu'un pays me demande en fait de me déplacer. Et dans quel pays vous fonctionnez maintenant? Alors en ce moment, la République démocratique du Congo et Haïti. Voilà. Il y a des caractéristiques similaires entre ces deux pays? Oui. Partagez avec nous. Alors il y a des caractéristiques, il y a des caractéristiques similaires, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir l'interprétation de ces caractéristiques. Si on prend par exemple une difficulté qui est vraiment partagée par les deux pays, qui est pour la population un manque d'amour d'elle-même. Un manque plutôt une tendance à se rejeter, à ne pas avoir conscience de ses qualités, à ne pas avoir conscience de sa valeur. C'est une des caractéristiques que je vais retrouver en République démocratique du Congo, mais avec une autre caractéristique qui est je dirais, une conséquence de cette problématique émotionnelle, parce que pour moi ce sont des problématiques émotionnelles, qui est la passivité, n'est-ce pas? Voilà. Donc en RDC, les gens sont tellement passifs qu'en fait, ils peuvent être figés. Vous voyez, ils ne font rien, ils attendent qu'on leur donne des ordres, ils attendent que éventuellement le gouvernement les sauve, que l'ONG les sauve, bien qu'ils sont en train de se rendre compte aujourd'hui que ce n'est pas la solution. Mais en tout cas, cette passivité est tellement lourde qu'elle empêche les gens de se prendre en main, de prendre des initiatives. Ici, je retrouve exactement la même problématique, le manque d'amour pour soi, le manque de connaissance de sa valeur et de ses besoins. Mais la passivité, je ne vois pas qu'elle fonctionne à ce niveau. Elle est plus sournoise, je dirais, elle est plus subtile, dans le sens que je vois chez le Haïtien une passivité à la douleur, une passivité à la souffrance. Donc beaucoup de fierté en même temps, vous voyez, beaucoup d'orgueil. On parle de résilience. Ouais, voilà. C'est fort. Hein? Ouais. Beaucoup d'orgueil. Mais en même temps, cet orgueil, ce que souvent le Haïtien pense comme étant sa dignité, qui pour moi est de l'orgueil, va se retourner contre lui parce qu'il devient dur en fait, il devient dur avec lui-même. Et donc, être passif à la douleur, ça veut dire accepter de souffrir toute ma vie et accepter de ne pas choisir la facilité dans tous les aspects de ma vie, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient professionnel, qu'il soit sociétal. Ouais. Quand on parle d'émotion, et si on fait une comparaison avec un ordinateur, c'est comme le software, le logiciel. Mais comment modifier ce logiciel? C'est faisable? Ça peut être réalisé? Mais tout est faisable. C'est ça qui est beau chez l'être humain. C'est que l'être humain est très malléable. Et en fait, ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il est malléable, mais il est capable, lui, de se transformer. Voyez, contrairement à l'ordinateur qui a été créé justement par l'homme. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, c'est que je pense que l'homme a créé l'ordinateur à l'image de son subconscient, de ses programmations émotionnelles.
Donc ça donne aussi un espoir parce que si nous avons créé l'ordinateur, ça veut dire que nous pouvons, si je puis dire, le décréer. Voilà, et voilà, oui. On a pu le monter, on peut le décomposer aussi, on peut en faire quelque chose d'autre. Et au fond, ce que l'homme ne sait pas, c'est qu'il peut faire la même chose avec son subconscient. C'est que nous avons des programmations émotionnelles à l'intérieur de nous, comme nous avons aussi des belles choses, des qualités, hein, qui sont aussi des programmations, parce qu'on n'en parle jamais de ces belles programmations qui sont en nous, que j'appelle des dons. Mais nos programmations émotionnelles ne sont que de passage, et nous pouvons absolument tout supprimer, tout déprogrammer. Seulement, ça s'apprend. Avec Rosine, j'ai appris la conscience, le subconscient, mais comment prendre conscience de tout ça? Est-ce que maintenant c'est l'éducation, c'est le système éducatif à modifier? Comment créer ça dans une population, dans une nation, changer tout ça? C'est tout le système éducatif à modifier, bien sûr. Système éducatif. Bien sûr, parce que nous avons basé notre société sur le développement de l'intellect. Ce qui en soi n'est pas négatif, puisque notre intellect nous permet d'analyser les situations, nous permet d'avoir la mémoire, nous permet de synthétiser. Donc c'est une belle chose, c'est un bel instrument, si je puis dire, l'intellect. Mais on donne à l'intellect un pouvoir qu'il n'a pas, dans ce sens que ce n'est pas notre intelligence. Et seule notre intelligence, seule notre conscience nous permettent justement de regarder à l'intérieur de nous et de comprendre la manière dont nous fonctionnons, de comprendre comment nous pouvons utiliser notre parole, notre pensée, notre imagination, quel pouvoir nous avons au fond de nous pour pouvoir justement déconstruire ces programmations émotionnelles qui sont là parce que nous les avons créées, ce qui veut dire que nous pouvons aussi les supprimer. Mais comme vous savez, les hommes et les femmes en général, ça prend du temps pour changer tout ça. Parce que déconstruire toute une nation pour reconstruire le leadership, parce qu'il y a des gens également qui en profitent quand même de ce système. Comment modifier, comment à court terme. Finalement, si on réfléchit bien, à long terme, personne n'en profite. C'est sûr, les résultats sont là. Oui, voilà. Votre expérience au Congo? Alors, mon expérience au Congo, justement, c'est un peu mon laboratoire, si je puis dire, le Congo, parce que c'est là-bas que j'ai mis en place tous mes programmes. Et aujourd'hui, je vais au Congo. En fait, ça fait à peu près 1 année et demie, 2 ans de plus, n'est-ce pas, que j'ai commencé au Congo par rapport à Haïti. Mais tout ce qu'on est en train de mettre en place fonctionne, comme ici d'ailleurs, hein, j'entends. Mais de plus en plus, je suis persuadée, justement, et c'est ce qu'on est en train de faire au Congo actuellement, parce que nous sommes en période d'élection, n'est-ce pas? Normalement, au mois de décembre, les élections doivent se passer. On est dans une situation dramatique, très très difficile. Et le but, ce n'est pas de descendre dans la rue pour se faire descendre, pour se faire tuer, parce que de toute façon, la finalité, c'est ça. Mais c'est d'aller vers les gens pour leur permettre de prendre conscience justement de ce qu'ils ne font pas dans leur vie pour se construire et de ce qu'ils peuvent changer à l'intérieur d'eux. Et donc j'ai créé un programme qui est un programme qui se fait actuellement justement là-bas en période d'élection, où j'ai formé une centaine de personnes, dont beaucoup de jeunes, qui sont actuellement partis dans les provinces pour aller prodiguer cet enseignement pour la paix, où justement on enseigne aux gens comment mettre en place des valeurs fondamentales dans sa vie, prendre soin de soi, s'aimer, devenir solidaire, et en même temps se permettre, par cette liberté spirituelle finalement que nous nous donnons, de pouvoir développer une liberté, une autonomie matérielle, parce que les gens doivent absolument se prendre en main, se prendre en charge, et surtout se rendre compte qu'ils sont capables de le faire. Même si nous n'avons rien, nous avons à l'intérieur de nous des qualités, des possibilités vraiment de construire quelque chose, vraiment. Il faut arrêter de s'imaginer que nous allons nous en sortir grâce aux ONG, grâce au gouvernement. C'est fini tout ça. Une solution endogène d'abord. Oui. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité, Martine Libertino. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Disponible sur YouTube, quand vous le voulez, rendez-vous économique, Télémétropole, groupe Croissance. Nous parlons à Martine Libertino et changer d'état d'esprit pour se libérer de la pauvreté. Quelle relation qu'il peut y avoir l'état d'esprit et la pauvreté? Alors, la première... On choisit de devenir pauvre ou encore... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Provoque un petit peu. Hélas, nous ne choisissons pas d'être pauvres, puisque les enfants qui naissent pauvres ne l'ont pas choisi à leur naissance. Par contre,
nous maintenons dans la pauvreté, justement, en fonction de notre état d'esprit. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Cet état d'esprit, en fait, correspond à l'image que j'ai de moi-même. C'est qu'à partir du moment où je me rends compte que l'image que j'ai de moi-même va déterminer les situations que je vais attirer, les personnes que je vais rencontrer, on peut s'imaginer à quel point cela va avoir une incidence sur mon avenir et même sur mon destin. C'est pour ça que lorsque je parle d'état d'esprit, ça a une importance fondamentale dans ce sens que si je ne m'aime pas, si je ne prends pas conscience de ce dont j'ai besoin, si je n'ai pas conscience de mon idéal, de ce que je souhaiterais avoir dans ma vie, si j'ai tendance à me sacrifier, si j'ai des frustrations, si j'ai des colères, je vais, sans me rendre compte, attirer des situations qui correspondent en fait à tout ce que je redoute et à tout ce que je conçois comme étant seulement possible pour moi. Puisque on parlait de programmation émotionnelle, le principe de la programmation se décompose justement en deux états d'esprit. Le premier, c'est j'ai peur d'attirer tout ce qui m'a fait souffrir, j'ai peur d'attirer tout ce que je redoute, et le second, et je suis sûre que j'attirerai toujours tout ce qui m'a fait souffrir, parce que je ne connais rien d'autre, c'est ma seule référence, et en plus je ne mérite rien d'autre. Dans votre modèle, je vois que vous mettez l'accent sur l'humain. Comme nous sommes dans un rendez-vous économique, on parle d'économie, le capital humain, c'est fondamental. D'abord soi-même, ensuite la relation avec les autres, l'empathie, le capital social. Est-ce que l'humain, c'est fondamental pour qu'on puisse... Pour moi, l'humain est fondamental parce que c'est lui qui fait le tissu social, n'est-ce pas? On parle toujours de la société, on met toujours le problème sur la société. Mais la société est faite d'une multitude d'êtres humains et donc la société n'existe parce que nous la concevons de la manière dont elle existe. C'est pour ça que notre état d'esprit a une importance. Dans ce sens que si je change d'état d'esprit, si tous les êtres humains qui composent la société changent d'état d'esprit, automatiquement, les principes de la société vont changer et les priorités de la société vont changer. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas mettre de côté, je dirais, la partie, tout ce qui est du domaine économique, c'est très important. La matière est importante dans notre société. Mais aujourd'hui, enfin depuis toujours d'ailleurs, nous mettons toujours en avant le capital, il faut gagner sa vie pour s'en sortir. Moi, je pars du principe que ce n'est qu'un symptôme, c'est qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir se donner l'opportunité de savoir gérer le capital. Et en prenant soin de soi, nous pouvons aussi prendre soin des autres parce que ça ne va pas sacrifier notre capital, mais ça va équilibrer notre capital en même temps que celui des autres. Et c'est ainsi que nous allons construire une société. Donc il y a 3 facteurs qui dans notre société qui vont nous permettre de construire le changement. C'est de s'aimer, c'est ce qui me permet de prendre soin de moi, d'aimer les autres qui va me permettre d'être solidaire des autres, qui va nous permettre d'être solidaires les uns des autres. Et quand nous voyons ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, la solidarité n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que si on regarde par exemple dans une grande entreprise, même dans des ONG, etc., une personne peut semer la zizanie dans une entreprise parce qu'elle va écraser les autres et les autres, par peur, vont la laisser les écraser. Voyez. Donc on voit bien que finalement, comment gérer, si on regarde à long terme, comment une entreprise peut se gérer avec cet état d'esprit. Et à long terme, ce n'est pas possible, parce que vous allez voir, et moi je le vois aujourd'hui, avec les gens qui travaillent avec moi, des gens qui viennent dans mes formations, qui travaillent dans des entreprises, qui travaillent même dans le développement, c'est que ce sont des gens qui tombent malades, ce sont des gens qui ont des accidents parce qu'ils ne supportent plus leur vie dans l'entreprise. Donc de toute façon, il y a une perte économique. Donc on voit bien que l'économie va dépendre de l'humain. Ce n'est pas l'humain qui dépend de l'économie. On va revenir au développement, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est un choix délibéré d'avoir choisi Congo et Haïti? Congo, c'est un immense pays en termes de superficie. Haïti, très petit par rapport au Congo. Peu importe l'espace, si les êtres humains se comportent de la même façon, on aura les mêmes résultats? Bien sûr, oui, bien sûr.
Bon, ce qui me concerne, je n'ai pas choisi, puisque ces 2 pays sont venus me chercher. Mais ce n'est pas la grandeur de votre laboratoire, ça devient intéressant. Ah, mais dans mon laboratoire, pour moi, je veux dire, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que j'ai travaillé au Maghreb aussi. Je travaille en Europe, je travaille en RDC, je travaille en Haïti. Mais lorsque je suis face à un être humain, enfin face à tous ces êtres humains qui sont en face de moi, parce que c'est des milliers d'êtres humains avec lesquels je travaille, mais nous sommes identiques. La couleur de peau n'existe pas, la culture n'existe pas, l'éducation n'existe pas. Ce sont les mêmes êtres humains avec leur beauté, avec leur souffrance. Et c'est une mise à nu totale, vous comprenez? Et le jour où justement les êtres humains qui composent la société comprendront cela, d'abord ils cesseront d'avoir peur, ils cesseront de se rendre compte de croire en fait qu'ils n'ont aucune importance, qu'ils n'ont pas de pouvoir et que seuls ceux qui ont le pouvoir peuvent faire quelque chose. Ils se rendront compte que finalement la seule possibilité pour notre société de s'en sortir, c'est que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Et là je ne parle pas en termes d'église, je parle vraiment en termes d'être humain. Et peu importe où nous sommes, que nous soyons en RDC, en Haïti ou en Suisse ou en France ou ailleurs, nous sommes tous en fait dépendants de cette vision pour pouvoir sauver la planète. On en est là aujourd'hui. Avec des points communs, des besoins alimentaires jusqu'aux besoins de pouvoir. Oui, mais le pouvoir en soi n'est pas négatif. C'est bien d'avoir du pouvoir, hein, parce que sans le pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, si un être humain n'est pas déterminé, s'il ne sait pas ce qu'il veut, s'il ne décide pas, quand on décide quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de cette chose-là. Il faut y croire, il faut accepter cette puissance au fond de nous, qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, de dépasser les obstacles, de dépasser le manque de rigueur et de réussir. Donc le pouvoir en soi est une des qualités principales que l'homme doit développer. Mais justement, c'est aussi, dans notre société, une problématique. Pourquoi? Parce que nous croyons que le pouvoir appartient à ceux qui font du mal, et que seules les personnes qui sont victimes sont généreuses. C'est un peu, bon, je dirais, c'est caricatural ce que je dis, mais c'est un petit peu l'image qu'ont les gens, c'est qu'à partir du moment où on a du pouvoir, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux, je vais faire du mal aux autres, et si je suis pauvre, ça veut dire que je suis généreux. Mais justement, notre expérience nous montre que le pouvoir en soi est neutre en fait, hein. Ce n'est pas ce qui rend les gens égoïstes, hein. Ce n'est pas ce qui rend les gens négatifs. En fait, ce qui me rend égoïste, c'est mon égoïsme tout simplement. Et je peux utiliser mon pouvoir pour faire du mal aux autres, je peux l'utiliser pour faire du bien, je peux l'utiliser pour me faire du bien aussi. Je crois avoir décelé dans votre modèle la combinaison philosophie et économie, qu'on ne retrouve pas toujours ensemble. Qu'est-ce que vous essayez de nous faire comprendre? On peut philosopher et faire l'économie en même temps? On doit philosopher pour faire une bonne économie. Voilà. Et ne pas faire la philosophie, on aura une mauvaise économie? Si on ne fait que de la philosophie, on rêve et on fait de la théorie. Le but, c'est la philosophie doit servir l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit servir la philosophie. La philosophie doit être à notre disposition pour que nous puissions mettre au point sur cette terre une vie qui corresponde de toute façon à une vie terrestre. On ne peut pas prétendre vivre dans les nuages, nous vivons sur la terre. Bon, donc si nous vivons sur la terre, nous devons construire notre maison, nous devons gagner notre vie, nous devons créer, et puis c'est bien de créer, c'est très important. Donc le but, c'est pas de se retirer dans un coin en se disant je dois faire du bouddhisme ou faire de la philosophie ou autre. Le but, c'est de se rendre compte que l'économie, la matière, notre société ne peut pas vivre sans spiritualité, ne peut pas vivre sans philosophie, parce que la philosophie, c'est la grandeur de l'homme. Donc construisons notre économie dans la grandeur. Donc lorsque vous parlez d'autonomie spirituelle et matérielle, on doit avoir des rêves, mais il faut les concrétiser pour qu'on puisse vivre bien sur cette terre. Alors, quand on parle de rêve, je parle d'idéal. Qu'est-ce que l'idéal? Quand je parle de l'idéal, je ne parle pas de l'utopie. Ce sont des choses différentes. L'utopie,
Encore une fois, c'est un rêve qui me permet d'être bien un soir chez moi parce que je suis mal dans ma vie et que je fuis dans un rêve qui me permet justement de m'évader. Mais pour moi, l'utopie ne va pas servir l'homme. Ce qui peut servir l'homme, c'est l'idéal. Maintenant, on peut se poser la question, parce que c'est une question qui est toujours posée, est-ce que l'idéal finalement sert à quelque chose? La plupart du temps, les parents apprennent à leurs enfants qu'ils vont devoir faire des études, ils vont devoir avoir des diplômes parce qu'ils vont devoir gagner leur vie, il faut avoir un bon métier en main, il faut avoir une bonne formation. Oui, ok, mais si cette formation et ce métier ne respectent pas l'idéal qui est en moi, toute ma vie, je vais gagner ma vie, je vais faire ce que j'appelle de l'alimentaire, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas être heureux. Alors maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que l'idéal est une réalité que nous devons respecter et quel est cet idéal? Alors pour moi, cet idéal, c'est ce qui correspond à la personnalité d'un enfant dès sa naissance. Ce qui veut dire qu'un enfant va naître avec une configuration qui lui est propre, qui est particulière, avec des qualités particulières, qui va lui permettre d'aimer une activité, d'aimer une manière de fonctionner, de voir la vie de sa manière à lui, etc. Ce qui en fait un être unique. Pour que cette personne soit heureuse, en grandissant, cet enfant va devoir être plus proche de cet idéal, encore une fois, je le répète, qui n'est pas une utopie, mais qui va lui permettre de choisir un bon métier pour se réaliser, qui va lui permettre de choisir une vie qui corresponde à ses besoins et non pas aux conventions de la société, encore une fois, voyez, qui correspondent à ses besoins spirituels et non pas aux obligations que l'Église lui impose. Et en fait, finalement, on va mettre à côté de cet idéal la liberté de penser. Comment un être humain digne de ce nom peut vivre sans respecter cet idéal? Ça veut dire que nous rentrons dans une société où des milliers de personnes se lèvent tous les matins et vont travailler sans joie, sans bonheur, dans l'aigreur générale, parce que ils ne savent même pas si leur travail leur convient, si leur vie personnelle leur convient, si leur vie de couple leur convient, si la manière dont ils éduquent leurs enfants leur convient, si les rapports avec leur famille leur convient. Au fond, on ne nous apprend pas, voyez, à faire tout ça. Et c'est en découvrant toutes ces possibilités qui sont en nous, qui ne sont pas justement un rêve inatteignable, que nous allons nous rendre compte qu'on va pouvoir créer une société digne de ce nom, et une société qui va convenir à l'homme. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'injustice, parce que l'homme sera son propre maître et construira lui-même sa vie au sein d'une société. À partir du moment où je suis en accord avec idéal moi, alors? Ah ben pour moi c'est le paradis sur terre. Il ne faut pas attendre d'être de l'autre côté pour aller au paradis. On ne sait pas comment être de l'autre côté. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube, vous pouvez la voir quand vous voulez. Madame Libertino, vous êtes en Haïti. Quel espace, quelle commune que vous avez déjà visité en dehors de Pétionville, Delma? Est-ce qu'il y a des communes qui vous ont marqué, là où vous travaillez particulièrement? Alors actuellement, nous mettons en place un certain nombre de programmes. C'est vrai qu'un des endroits qui m'a marqué, bon, pour deux raisons d'ailleurs, il y a un endroit qui m'a marqué pour une raison et l'autre pour une autre. Le premier, je vais vous parler de Corail. Et Corail m'a marqué parce que je trouve que cet endroit est une honte pour l'humanité, voilà, tout simplement. Ce qu'ont fait les Américains à l'époque, mettre ces gens dans ces baraquements et qui sont encore aujourd'hui, au bout de 7 ans, dans des endroits qui sont invivables, avec certainement 50 degrés donc au soleil et la nuit, pour moi, je veux dire, c'est pas humain. Donc j'ai été très touchée par cet endroit. Et la première fois qu'on m'en a parlé, justement, c'est un de mes élèves qui est commissaire donc à Corail. Et nous avons, c'est vrai, rêvé ensemble de faire quelque chose là-bas. Et nous sommes allés sur place pour la première fois, donc je crois qu'il y a 2 ans. Et nous avons décidé de mettre un programme en place. Donc on est actuellement
justement en train de mettre ce programme, mais il faut quand même voir la réalité, c'est que cet endroit demande en fait il faut tout refaire, hein, parce que la manière dont vivent les gens n'étant pas correcte, il faudrait tout raser et tout refaire, hein, ou alors il faut faire des transformations qui leur permettrait d'avoir, je dirais, une vie plus humaine. Votre programme consiste en quoi particulièrement? Alors, actuellement, si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est comment je trouve les gens quand je vais dans un endroit, n'est-ce pas? C'est que les gens qui vivent dans la misère, dans une misère matérielle, sont également dans une misère spirituelle. Ils sont en grande souffrance. Et ce que je retrouve tout le temps, hein, c'est d'une part la souffrance, et d'autre part la colère, le sentiment d'injustice, la frustration, l'aigreur. Donc on ne peut pas mettre en place des programmes, justement avec cet état d'esprit. Vous voyez, on revient toujours à l'état d'esprit. On ne peut pas demander à une personne qui souffre, à une personne qui a un sentiment d'injustice, de retrousser les manches, de travailler, d'avoir l'esprit clair, d'être créative, de prendre des initiatives, c'est pas possible, parce que elle est consumée quelque part, si vous voulez, par sa colère et en même temps par sa passivité, parce que ça fait des années qu'elle attend finalement. Moi, de ce que j'ai entendu de la population, c'est que ça fait des années que les ONG leur font des promesses que personne n'a tenues, ils sont toujours dans leur camp. Alors la première des choses déjà que j'ai faites en arrivant, c'est que je leur ai dit, mais puisque vous êtes là depuis des années, pourquoi encore appeler cet endroit un camp? C'est abominable. Au moins, décidez que vous vivez dans un village et que ce village va être transformé, reconstruit, qu'on peut faire quelque chose. Mais il ne faut pas vivre cette passivité comme ça, de garder cette espèce de vision de soi où nous sommes en attente de quelque chose qui ne viendra jamais. Voilà. Donc déjà, ça a été un changement dans l'état d'esprit des gens. Et aujourd'hui, un programme pourrait être mis en place sur une grande échelle. Le premier est en train de se faire, c'est-à-dire faire un travail avec les gens pour qu'ils puissent de nouveau se réconcilier avec eux-mêmes, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur capacité à construire leur vie indépendamment de ce qu'ils peuvent avoir, je dirais, matériellement. Ce que je constate aussi, c'est que lorsque je vais dans des endroits où les gens sont malheureux, où les gens sont en colère, ils négligent leur entourage. C'est-à-dire qu'il y a des immondices partout, le lieu est sale. En fait, la dignité est perdue, hein. Et ça aussi, c'est quelque chose que je demande, c'est de dire aux gens, mais vous n'avez rien, mais vous avez votre dignité. Vous vivez dans un endroit, faites cet endroit devenir beau, parce que ce n'est pas une question d'argent. Nettoyez devant chez vous, nettoyez à l'intérieur de votre maison. En nettoyant votre âme, vous nettoyez aussi votre maison, vous nettoyez votre village, hein. Et la plupart du temps, les gens sont enthousiastes et ils le font. Et donc là, on a mis en place justement des structures où les gens commencent à prendre soin de leur village. Mais vraiment, si je pouvais faire un appel, il y a un nombre énorme d'habitants. Il y a une structure énorme il faut tout transformer et on a besoin de fonds pour faire quelque chose. Parce que bien sûr que les gens peuvent se transformer intérieurement, mais ensuite il va falloir, il faudrait faire, par exemple, il y a des animaux du bétail qui est partout dans le village, qui se nourrissent des arbres, donc on ne peut pas planter d'arbres. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de difficultés. Le village devrait être protégé, on devrait pouvoir créer quelque chose de correct, et on a besoin de fonds pour le faire. Exactement, parler de fonds, lorsque vous dites à ces gens, ok, d'accord, vous devez changer votre état d'esprit, c'est bien, mais ils ne pourront pas le faire sans des opportunités. Et là, on parle d'inégalité, on parle d'injustice. Et comme nous sommes encore dans une émission économique, on parle beaucoup de budget. Donc il faut que le gouvernement central, qui élabore le budget, ensuite le Parlement qui va ratifier tout ça, puisse penser à ces gens. Oui. Or, très souvent, ces fonds ne vont pas vers ces milieux-là. C'est la raison pour laquelle ils sont de cet état. Et ensuite, le paradigme humanitaire. Il y a des gens qui arrivent pour les aider. Mais on ne voit pas ces changements. Et on parle même du business humanitaire. Parce qu'il faut qu'il y ait. Oui. Donc, comment briser ce cercle? Vous savez, à Corail, je vais vous répondre tout de suite, hein. Moi, la première phrase que j'ai dite en arrivant à Corail, je n'ai pas d'argent.
Voilà, je ne peux que vous donner ce que je vais vous apporter, c'est-à-dire justement retrouver votre dignité. Ça, c'est philosophé, hein? Non, 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 ça, c'est pas philosophé parce que c'est selon un enseignement précis, avec des techniques de travail, avec une compréhension du fonctionnement intérieur, une compréhension de pourquoi je suis en colère, en quoi je suis responsable d'attirer certaines situations. Je peux vous dire que les gens se transforment totalement. Et tous les gens qui travaillent avec nous nous disent une seule phrase: ça a changé ma vie. Voilà. Mais comment ils vont influencer le gouvernement concernant le budget? Comment ils vont influencer l'humanitaire pour que ce soit des choses durables? Alors, vous savez, il y a deux solutions. Soit on reste dans notre coin et on pleure en se disant c'est dramatique, encore une fois tout est injuste et les gouvernements ne font rien pour nous. Moi, je pars du principe que j'arrive dans un pays, d'ailleurs, je dois dire, je suis arrivé la première fois en Haïti, j'ai fait une tentative, hein, nous sommes allés, nous nous sommes présentés au ministre de l'Éducation, la ministre de l'époque m'a dit c'est extraordinaire ce que vous faites, mais on n'a pas d'argent. Bon, ok, d'accord. Bon. Mais moi, je ne vais pas passer mon temps dans les antichambres des ministères, parce que pendant ce temps, la population souffre. Donc, on a retroussé nos manches avec la communauté médiateur, on a commencé à travailler. Ce qui veut dire qu'on enseigne à la population, on fait ce qu'on a à faire, mais aussi ce qui est important de dire, c'est que la communauté elle-même a dû faire un travail sur elle, a dû se transformer, a dû changer son état d'esprit. Parce que lorsque je suis venue ici, les gens avec qui j'ai commencé à travailler étaient des gens qui n'avaient qu'une notion de sacrifice, parce qu'on ne doit pas gagner notre vie, gagner de sa vie c'est sale. On parle de l'économie, mais l'économie aussi c'est aussi une vision qui n'est pas neutre. C'est que ceux qui sont riches sont égoïstes et sont méchants, c'est eux qui ont l'argent. Donc nous finalement en même temps on ne doit pas avoir d'argent parce qu'on est des gens généreux. Voilà. Et ça aussi, c'est tout un changement d'état d'esprit que nous devons avoir. C'est que j'ai appris à ma communauté qu'il n'y avait pas de honte à gagner sa vie et qu'il n'y avait pas de honte à vivre normalement et à vivre dans de bonnes conditions. Et c'est de cette manière-là que nous avons créé ce que j'appelle le Centre Martini-Bertino, où Roselyne Benjamin en particulier donne des formations justement de développement personnel à une population aisée donc elle gagne sa vie aussi donc avec d'autres personnes de la communauté qui vont commencer à travailler aussi au niveau du centre. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les médiateurs, parce que ce sont des médiateurs aussi de la paix, tous les médiateurs qui peuvent gagner leur vie en travaillant au Centre Martini-Bertino donnent une part de leur salaire à la communauté et eux-mêmes montrent l'exemple de personnes qui réussissent leur vie. Ça, c'est très important. Parce que le but, c'est pas de dire aux gens, vous êtes des victimes et vous le resterez. C'est de leur dire, non, ce que font les autres, vous pouvez le faire également, vous pouvez réussir. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut travailler. Parce qu'on doit tous beaucoup travailler pour y parvenir. Et à Corail, en fait, c'est le langage. C'est que moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit, je ne suis pas là pour que vous soyez dépendants de moi, pour que je fasse les choses pour vous. D'abord, vous devez être partie prenante, vous devez décider de votre vie. Et nous allons travailler ensemble. Nous allons créer ensemble. Donc, ce qui est important, c'est de donner l'exemple aussi. Parce que si on attend que tout le monde se manifeste en disant « Oh, les pauvres, oh, c'est extraordinaire ce qu'ils font », non. Moi, ça m'est égal de toute façon. Je propose, la société disposera, mais je vais vers les gens qui ont besoin de moi s'ils m'acceptent. À partir du moment où ils m'acceptent, on travaille, on n'attend pas qu'on vienne nous aider. Par contre, on dit ce dont on a besoin, parce qu'il faut le dire. Le but, c'est pas non plus de se sacrifier. Et aujourd'hui, finalement, au bout de, je ne sais plus depuis combien de temps je vis en Haïti, je crois que je suis arrivée en 2011. Aujourd'hui, après toutes ces années, finalement, on est en train de se rendre compte qu'on intéresse justement certaines personnes du gouvernement, qu'ils commencent à s'intéresser à notre travail, que les résultats se voient aussi, puisque la communauté enseigne dans les écoles. Donc ça veut dire qu'on aide les enseignants, on aide les parents, on aide les éducateurs. On a travaillé dans un orphelinat aussi, où on voit les résultats. Donc le but, c'est de travailler, c'est de donner des résultats à la population, parce que c'est elle qui en a besoin, et ensuite de montrer les résultats à ceux qui nous gouvernent et à eux de voir s'ils souhaitent nous aider. Donc, s'ils souhaitent participer, parce qu'ils ont tout intérêt, tout à fait. Cela dit. Étant médiateur, ça veut dire vous avez deux parties.
face à face. Donc, autant que vous vous intéressez aux défavorisés, mais les nantis également, puisque vous parlez de solidarité, il faudrait qu'ils prennent conscience, pas simplement en payant les impôts, les taxes, et dire que le gouvernement va s'en occuper, il faut qu'ils puissent également comprendre qu'il y a un danger, il faut renforcer, parce que le tissu social a connu vraiment des déchirure très forte après les événements des 6 et 7 juillet que vous avez certainement suivis. Bien sûr, c'est clair. Et j'ai même loin, mais quand même. Oui. Donc, vous avez anticipé? Non, j'ai même participé, puisque nous avons fait avec Roselyne Benjamin une vidéoconférence, moi en Suisse et elle ici, où on a parlé justement des événements. Ouais. Donc, est-ce que ces événements ne devraient pas attirer l'attention de tout le monde pour dire, hey, si on ne change pas de comportement, si on ne devient pas beaucoup plus solidaire, l'amour de soi, oui, mais comment avoir ce capital social, à savoir ces liens, redéfinir les liens entre les différentes classes de la société? Il faut déjà aussi redéfinir ce qu'est l'amour de soi. Il ne faut pas confondre amour de soi et égoïsme ou indifférence. L'amour de soi, c'est aussi l'amour de l'autre, et aussi avoir l'intelligence de comprendre que si je ne pense qu'à moi, un jour ou l'autre, ça se retournera contre moi. Ouais, je peux aujourd'hui, vous voyez, après quand même 35 années d'expérience dans ce domaine, et même par rapport à l'expérience de ma vie, aujourd'hui je peux prouver que, contrairement à ce qu'on dit dans notre société, que finalement il faut être un loup pour pouvoir survivre, et finalement il n'y a que l'égoïsme qui permet à l'homme de réussir. Aujourd'hui je peux prouver le contraire. Parce que dans ma vie, chaque acte d'amour que j'ai fait m'a été rendu au centuple. Et financièrement. Ouais. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe avec tous les membres de mes communautés, avec tous les gens qui travaillent avec moi en Suisse. C'est que donner de l'amour, ce n'est pas se sacrifier. Ouais, il ne faut pas confondre les choses, c'est ça. Hein. Mais à partir du moment où je prends soin de moi et à partir du moment où je prends soin des autres, je crée un équilibre, n'est-ce pas? Et cet équilibre, ce n'est pas seulement au niveau de l'humeur des gens, c'est un équilibre énergétique. C'est un équilibre social qui se met à vivre, et à partir de ce moment-là, il y a à manger pour tout le monde, il y a du bonheur pour tout le monde, et il y a plus qu'à manger pour tout le monde. C'est comme un investissement, et on va avoir un rendement. Donc, pour utiliser un terme financier en quelque sorte. Mais c'est un investissement à long terme. Voilà. Ma dernière question, vous allez avoir une conférence, changer d'état d'esprit pour se libérer de la pauvreté. Quoi supprimer pour y parvenir? Qu'est-ce qu'il faudrait supprimer pour parvenir? Alors, en 2 mots, il faut supprimer l'égoïsme et la lâcheté. Supprimer l'égoïsme. L'égoïsme d'une minorité et la lâcheté d'une majorité. Parce que la lâcheté a autant d'importance, beaucoup plus d'importance encore que l'égoïsme. Et quand je parle de lâcheté, je parle de passivité. C'est ça. C'est que finalement, si on regarde la composition de nos sociétés, nous avons une poignée de gens qui décident pour nous, et nous avons une majorité de gens qui croient ne pas pouvoir décider. Alors que finalement, je veux dire, la politique, en fait, c'est quoi? Ne serait-ce que quand on parle de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, chez nous, nous avons des laboratoires qui créent des produits cancérigènes et qui détruisent la planète. Et ces laboratoires, finalement, évidemment, créent des produits qui sont vendus dans les magasins, qui sont vendus dans les supermarchés, etc. Si le consommateur décidait de ne pas acheter ces produits, mais ces laboratoires qui sont tout puissants, demain feraient faillite. Vous voyez à quel point nous avons du pouvoir. Donc il va falloir que la population un jour se rende compte que c'est vrai, il faut qu'elle sorte de sa léthargie, il faut qu'elle sorte de sa passivité, il faut qu'elle se rende compte que finalement, faire de la politique, c'est pas aller voter. Faire la politique, c'est se lever tous les matins, c'est savoir ce que j'ai sur le dos comme habit, c'est savoir ce qui est dans mon assiette, c'est savoir dans quel lieu je vis, avec qui, comment, pourquoi, ce que j'attends de ma vie. Et vous voyez, finalement, on revient à soi-même. Comment je veux me nourrir? Comment je veux nourrir mes enfants? Est-ce que je veux que mes enfants soient nourris avec des produits de la terre, qui soient des produits de la nature, qui respectent ma santé, qui respectent ma vie? Ou est-ce que je veux faire n'importe quoi parce que c'est plus facile d'aller dans un supermarché et d'aller acheter un produit congelé ou une boîte de conserve? Donc nous sommes libres. Sans avoir réalisé une enquête d'opinion, je peux vous garantir qu'actuellement, les désastres naturels, cyclones, tremblements de terre, les désastres humains, l'instabilité sociale et politique, voilà ce qui domine ce pays. On peut avoir de l'espoir?
on doit avoir de l'espoir, c'est important. Et je dirais même plus, c'est que le mot espoir n'existe pas dans mon vocabulaire. Qu'est-ce que vous utilisez? C'est une philosophie, donc les mots pour moi ont une importance fondamentale. Nous ne devons pas avoir un espoir, nous devons avoir un vouloir. Parce que l'espoir, qu'est-ce que ça veut dire? Si on réfléchit bien à ce mot, ça veut dire que j'attends que Dieu travaille pour moi, ou que la vie travaille pour moi, ou que mon voisin, ou mon gouvernement, ou les médias, voilà, ou la personne qui est au-dessus de moi fasse ce qu'il faut pour que je réussisse et pour que ce dont j'ai besoin arrive. Donc l'espoir, aujourd'hui, ne doit plus être considéré comme une fin en soi. Ce que nous devons considérer, c'est le pouvoir qui est en nous, c'est le vouloir que nous avons, qui va nous permettre de décider ce que je veux faire de ma vie, de celle de ma famille, de la vie de ma ville, de la vie de ma commune et de la vie de mon pays. Voilà. Et nous devons, pour moi c'est ça la politique, c'est pas seulement aller voter, c'est pas devenir voilà, sénateur ou ministre ou autre, bon ben il en faut aussi, hein, mais nous avons tous une place dans la société qui est tout aussi importante que la place d'un homme politique. Martine Libertino, merci beaucoup pour ces mots de réconfort. Merci et à vous. On a tant besoin en ce moment de l'historique du pays. Merci bien. Merci à vous. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.